Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Et ici, le cœur même de Berlin, au pied de la porte de Brandebourg pour un épisode spécial, enregistré directement sur la Pariser Platz, la fameuse place de Paris, peut-être la plus connue de la capitale allemande. Le studio est installé au numéro 5, premier étage, vue imprenable sur le monument. L'invité s'appelle François Delattre. Ambassadeur de France en Allemagne depuis 2022, grand témoin des évolutions du pays, mais aussi de la relation franco-allemande, il prend le temps d'un grand entretien. Cet échange a été enregistré le 15 juin dernier et c'est une discussion à 3 avec Gabriel Charpentier du podcast Berlin de toi. Voici l'intégralité de notre interview. Il y a eu quelques coupes parce qu'un micro s'est affaissé et que parfois il faut boire un petit peu d'eau. Mais à part ça, tout est là. C'était un moment profond et très authentique. Belle écoute et bel été. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Avec mon micro pour le podcast avec un K, je viens échanger aujourd'hui avec le décrypteur de la politique allemande et des arcanes franco-allemandes. Bonjour, monsieur François Delattre. Bonjour. De mon côté, avec le podcast Berlin de toi, je cherche plutôt l'homme derrière la fonction. Et le but, c'est d'aborder ce côté un peu plus personnel de ce que veut dire être un ambassadeur, être un diplomate et ce que vous faites dans votre quotidien en tant que monsieur François Delattre. Et à nous deux, on va croiser du coup nos deux podcasts et nos deux angles pour faire une interview aujourd'hui. Et vous nous accueillez très généreusement dans ce magnifique lieu qui est la bibliothèque de l'ambassade de France. Et on se demandait justement, moi je vous ai appelé monsieur l'ambassadeur, elle a dit monsieur François Delattre. Qu'est-ce que vous préférez pour cette interview ou est-ce qu'il faut dire votre excellence ? Dans la vie réelle, il faudrait dire François. Et là, vous pouvez vous adresser à moi sans avoir même besoin de mettre un titre, parce que c'est pas la peine. Mais moi, je voulais vous dire aussi combien j'apprécie ce que vous faites, véritablement, combien j'apprécie le podcast d'Hélène Kohl, combien j'apprécie l'émission Berlin de toi de Gabriel Charpentier, qui sont des voix importantes pour le franco-allemand, et je tenais absolument à le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est où ? On est dans la bibliothèque de l'ambassade. Avec une vue absolument extraordinaire sur la porte de Brandebourg. J'avoue que moi, la première fois que je suis venue à l'ambassade de France, je me suis dit c'est quand même une chance extraordinaire de travailler avec une telle vue. Mais c'est à la fois un endroit où il y a les manifestations de la population locale, les touristes du monde entier. Ça a été un symbole à la fois de la fracture, de la réunification, etc. Ça fait quoi de voir ce monument tous les jours quand vous venez travailler ? En somme, est-ce que ça apporte une gravité à votre fonction ou au contraire, ça lui apporte de l'énergie ? Les deux, mon général. D'abord, en effet, vous l'avez dit, ce qui est frappant, c'est tout simplement la beauté du lieu. C'est-à-dire d'être de plein pied face à la porte de Brandebourg avec l'hôtel Adlon, la DZ Bank, ce bâtiment de Frank Gehry, l'ambassade américaine, l'Académie des Arts. C'est un environnement propice à la réflexion, à l'action aussi. C'est la beauté du lieu qui frappe d'abord, je trouve, personnellement. Ensuite, je trouve que c'est un balcon privilégié sur l'histoire. Quand je vois cette place, et plus important, quand je vois mes invités ou interlocuteurs allemands la voir, il y a beaucoup d'émotions. L'émotion historique qui s'attache aux troupes de Napoléon qui ont défilé ici de 1806. J'ai quelques gravures sur le sujet à l'ambassade. Les troupes nazies défilant à pas cadencés dans les années 30, sous les fenêtres de l'ancienne ambassade de France. Bien sûr, la chute du mur de Berlin. Formidable espoir pour l'Allemagne, pour l'Europe et espoir universel. C'est tout ça aussi. Et puis enfin, c'est pour moi ces fenêtres sont comme un écran géant sur le Berlin d'aujourd'hui, sur la scène berlinoise. Et vous l'avez dit, sur les manifestations qui sont nombreuses devant nos fenêtres, sur les concerts qui sont permanents, nuit inclus, devant nos fenêtres, sur les visites d'État. Je pense qu'avec l'équipe ici, on a tous en mémoire la visite d'État du roi Charles il y a quelque temps devant nos fenêtres, où en même temps on écoutait CNN et la chaîne CNN rendait compte des agents de l'ambassade de France à leurs fenêtres, donc de la République française à leurs fenêtres pour suivre la royauté britannique. Et la combinaison des trois, cette beauté inspirante, cette profondeur en effet, cette gravité, cette scène aussi vibrante, je trouve, rend le lieu très particulier. Et pour nous autres diplomates qui sautons
d'un pays à l'autre, qui sommes en permanence dans les cartons, en fait, des déménagements, qui avons les yeux délavés de tout ce que nous avons vu. C'est important d'être ancré. Et ici, nous sommes ancrés et chaque jour, je mesure ce privilège-là. Chaque jour, je pense aussi à mon grand-oncle, André Bouloche, donc grand résistant, représentant de Gaulle dans Paris occupé, échappé de 3 camps de concentration et qui est devenu, après 45, l'un des porte-drapeaux de la relation franco-allemande, de l'Europe, comme haut fonctionnaire, comme maire de Montbéliard, qui est l'un des tout premiers jumelages, comme vous le savez, avec Ludwigsburg en l'occurrence, et puis aussi comme ministre sous le général de Gaulle. Donc être ambassadeur, être diplomate ici, c'est tout ça en même temps, et donc ça vous oblige, pour parler court, ça vous oblige à essayer d'être au niveau, d'être à la hauteur de la fonction, de la mission, du lieu. En fait, vous avez déjà pris les 2 prochaines questions. C'est super, parce que j'avais une question Désolé. justement pour savoir si vous pensiez souvent à Robert Coulondre, qui était votre prédécesseur en septembre 1939 et qui a traversé cette place, sorti du bâtiment, fermé à clé pour aller déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. C'est ça aussi, ce lieu. C'est le lieu, il y a une forme de résilience de la pierre. On a eu la guerre, on a aujourd'hui le travail en commun et l'Europe. Et l'autre question qu'on avait, c'était effectivement cette histoire personnelle et familiale avec l'Allemagne, avec votre grand-oncle. Mais en fait, du coup, je passe tout de suite à la question suivante. Vous, personnellement, votre compagnonnage avec l'Allemagne, quand est-ce qu'il a commencé et comment? Est-ce que c'est juste parce qu'on est un bon élève en France et qu'on se dit que faire de l'allemand, ça vaut le coup? Un peu plus, il y avait cette tradition familiale, André Bouloche. Du coup, c'est assez naturellement que j'ai fait allemand première langue, en réalité. Ensuite, dans le cadre de ma scolarité, j'ai fait un stage de 6 mois chez Bosch Elektrowerkzeuge à Reutlingen, près de Stuttgart. Donc, je suis incollable dans l'usage des tronçonneuses, des perceuses. Dites ça à ma femme, elle va franchement rigoler. Donc, j'ai commencé par là. Ensuite, ma scolarité. Ensuite, mon premier poste a été à Bonn, pendant la réunification. Littéralement, j'y étais entre 89 et 92. Et cette expérience a été pour moi fondatrice au sens vrai, dans la mesure où je suis venu à Berlin, j'y ai pleuré avec mes amis allemands de joie après la chute du mur de Berlin. Je les ai accompagnés dans les mois importants, évidemment, qui ont suivi. Et du coup, je pense avoir une vision un peu différente de celle de mes collègues qui souvent connaissent l'Allemagne mieux que moi et qui ont une vision finalement assez intellectuelle de l'Allemagne, qui est assez répandue en France, assez intellectuelle, philosophique. Moi, j'admire bien sûr la philosophie, la littérature allemande, mais ma vision est plus émotive, plus émotionnelle, parce que je suis convaincu personnellement qu'il y a en effet une forme de foi européenne, peut-être même de foi franco-allemande, qui va au-delà des intérêts immédiats des 2 États, qui est une communauté de valeurs, de destin. Et ça me parle en effet. Je pense que l'expérience de 89 à Bonn-Berlin, parce que j'étais entre les deux, a joué en fait. Et alors, quand vous êtes devenu diplomate, est-ce que la réalité correspondait au rêve que vous en aviez? Ah oui. Alors ça, c'est une autre affaire, c'est-à-dire que ma vocation est une vocation diplomatique. Je ne serais pas rentré dans la fonction publique française si c'était une autre mission qui m'avait été proposée. J'ai vraiment fait mes études pour ça, pour être diplomate, en jouant jeune avec des mapmondes, en étant convaincu qu'un diplomate français aujourd'hui peut, modestement bien sûr, mais faire une différence là où il est. Et non seulement je n'ai pas été déçu, mais je dois dire que l'accueil que m'ont réservé nos amis allemands en 89, lorsque jeune diplomate, vous arrivez à l'ambassade de France à Bonn à l'époque, un peu intimidé, et je n'oublierai jamais cette fiabilité, bien sûr, allemande, bien connue et très réelle, mais cette gentillesse, la manière dont j'ai été accueilli en Allemagne par mon environnement allemand. Il se trouve que j'étais par ailleurs, là où je logeais, entre une gelata italienne et, j'ai honte de le dire sur cette antenne, un McDo. Et que du coup, ces 3 ans à Bonn m'ont fait prospérer sur le plan de la santé. Mais je n'oublierai jamais, sur un mode plus sérieux, cet accueil magnifique de nos amis allemands qui tout de suite m'a mis en effet dans le bain de la bonne diplomatie, celle qui consiste à nouer des ponts, à multiplier les partenariats. Et donc ça m'a lancé en fait. L'Allemagne m'a lancé, voilà. Et oui, parce que ensuite vous avez fait un petit détour, notamment au Canada et aux États-Unis. Et quelle était la différence entre le fait d'être
diplomate, ambassadeur en Allemagne et dans ces autres pays. Est-ce qu'il y a vous l'avez dit un peu, une particularité, Ah oui. une couche supplémentaire à la mission de diplomate ici en Allemagne? Alors c'est clair, c'est-à-dire que d'abord quand vous êtes diplomate en Allemagne, vous représentez la France dans le pays avec lequel la densité de la relation est la plus forte. Autrement dit, il n'y a pas deux pays au monde, à mon avis, qui aient une densité de relations aussi forte que la France et l'Allemagne. C'est la première particularité. Donc quand vous arrivez ici, vous traitez véritablement de tous les sujets scientifiques, culturels, financiers, historiques, au carré, avec vraiment une densité très forte. Deuxièmement, quand vous êtes diplomate français en Allemagne, vous occupez de la relation bilatérale, qui encore une fois est énorme, mais en plus, vous vous occupez de l'Europe. Vous avez en permanence dans un coin de votre cerveau le sentiment que ce que vous faites peut servir d'exemple ou de rampe de lancement ou de catapulte pour une initiative européenne. Et je dirais quand même que la troisième chose, c'est le niveau d'exigence. Pour répondre à votre question initiale plus personnelle, quand vous êtes ambassadeur de France à Washington et que vous allez parler devant 300 hommes et femmes d'affaires, bien sûr, à la Silicon Valley, surtout, vous ne devez pas avoir de cravate, surtout pas de texte à lire, sinon vous êtes d'emblée disqualifié. Et donc, c'est un genre particulier avec la opening joke, la blague du début du speech. Et en général, ce sont 3-4 points assez généraux sur lesquels ensuite le public américain revient de manière assez générale. Quand vous êtes en Allemagne, vous parlez à 300 hommes et femmes d'affaires à Düsseldorf, pour prendre cet exemple, ou à Francfort. Je peux vous dire que votre exposé doit être très charpenté. C'est le niveau qu'on attend d'un ambassadeur de France ici, puisqu'ils nous connaissent très bien. Et le niveau des questions est sans rapport. Moi, ça m'est arrivé après un exposé général sur la situation économique en France, d'avoir comme première question « Mais monsieur l'ambassadeur, l'article 2, alinéa 3 du projet de loi de finances rectificative qui est en cours d'examen au Sénat indique ceci. Donc, vous devez connaître vos dossiers, mais vraiment sur le bout des ongles parce que l'Allemagne nous connaît. » Donc, je pense que ce sont les 3 différences. La densité, la perspective européenne et franchement, le niveau d'exigence. Est-ce que je me permets de demander un petit écart, vous êtes autorisé, un côté French touch? Ah oui. Quand même? Ah oui, tout à fait. Mais la question est bonne. Le secret de ce métier, vraiment je le pense, c'est d'être soi-même. Pour être un bon diplomate, il faut représenter le pays, il faut l'aimer, faut aimer le pays dans lequel on est, mais il faut surtout être soi-même. On peut pas, comme diplomate, se singer, comme on dit familièrement. On peut pas ne pas être authentique. Donc il faut être soi, être français. Je peux vous dire qu'avec mon accent français, le public allemand reconnaît très vite qui je suis. Mais quelque part, ça aide aussi. Ça ancre, encore une fois, ça ancre, ça donne une forme de vérité, d'authenticité qui est vitale dans le métier. Alors là, on va passer au dossier politique. Moi, pour le podcast, je suis l'actualité politique allemande en français. Vous êtes un acteur, de toute façon, indirect aussi de cette politique allemande, puisque vous faites du franco-allemand votre vie et votre mission politique, votre mission ici de diplomate. Ça fait 1 an qu'on a Friedrich Merz comme Bundeskanzler ici en Allemagne. On parle souvent de son style en France en disant « Ah, il est beaucoup plus dynamique, il est peut-être disruptif, il est sans filtre ». C'est un titre que j'ai utilisé pour un des épisodes du podcast. Comment est-ce que la relation franco-allemande s'est adaptée à ce changement de ton? Il y avait beaucoup d'attentes à Paris. 1 an plus tard, est-ce que cette énergie est toujours là ou est-ce que la magie des débuts est un petit peu retombée? Je pense d'abord que dans la relation franco-allemande, qui est une relation, encore une fois, d'une densité exceptionnelle, l'équation personnelle, l'alchimie qui existe entre le président de la République et le chancelier est importante. Puisque de tradition, la relation franco-allemande, c'est une relation dans laquelle on part de prémices différentes, de positions de départ différentes. Et la relation franco-allemande est en quelque sorte, même si j'aime pas le terme, une machine à converger, à se mettre d'accord à force de discussions, de négociations, pour trouver un point d'équilibre qui souvent sera le point d'équilibre peu ou prou de l'Europe. Donc cette relation est toujours importante. Les 2 que j'ai connues ici, celle qui a précédé et celle d'aujourd'hui, ont été bonnes en réalité. Je dis ça parce que déjà avec Olaf Scholz, beaucoup a été fait.
Et la presse peut-être n'en a pas beaucoup rendu compte, et sans jugement, mais le fait est que à travers, par exemple, j'ai beaucoup d'exemples en tête, c'est Olaf Scholz et le président de la République qui ont lancé ensemble ces séminaires intergouvernementaux franco-allemands qui ont permis, au lieu des grands messes traditionnelles qui existaient avant, qu'étaient les sommets franco-allemands, de réunir une poignée de ministres, pas plus d'une dizaine, autour de thèmes déterminés. Et ça s'est avéré un très bon choix pour avoir des discussions beaucoup plus interactives, beaucoup plus productives. Autre chose qu'on doit à Olaf Scholz, c'est le sommet de Meseberg qui a immédiatement suivi la visite d'État en mai 2024 et qui a vraiment mis sur les rails l'union des marchés de capitaux, qui est un enjeu important pour mobiliser, disons, les ressources financières de l'Europe au service de la compétitivité de l'industrie européenne. Donc beaucoup a été fait avec Olaf Scholz, mais c'est vrai qu'il y a eu un esprit nouveau, vous l'avez dit dans votre question, avec Friedrich Merz, aucun doute. C'est vrai que l'alchimie personnelle entre le président de la République et Friedrich Merz a été excellente d'emblée. C'est vrai aussi que l'un et l'autre partagent une même vision de l'Europe. C'est important. Friedrich Merz, c'est le fils spirituel de Wolfgang Schäuble, avec une vraie foi européenne. Je pense que Merz n'a pas oublié le fait que le président Macron soit venu parler au Bundestag pour les obsèques de Wolfgang Schäuble. C'était un discours très émouvant. Et donc, il y a des choses importantes, émotionnelles, j'en reviens souvent à ça, qui rassemblent les deux hommes, qui fait que l'alchimie a tout de suite été très bonne. Et c'est vrai que d'emblée, dès l'élection de Friedrich Merz, et a fortiori dès la mise en place de son gouvernement, littéralement le lendemain, le président et le chancelier décidaient de publier ensemble, c'est une longue histoire et je veux pas revenir dans les détails, mais une déclaration commune qui était très importante, puis de jeter sur les fonds baptismaux les conclusions du sommet de Toulon en août de l'année dernière, qui a vraiment visé à ouvrir un nouveau chapitre, pour le dire brièvement, dans la relation franco-allemande. Donc le lien entre l'équation personnelle des deux leaders, comme on dit, et la relation franco-allemande est toujours importante. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette alchimie, il y a cette relation directe, et c'est un plus incontestablement pour la relation franco-allemande. Et pourtant, on a des revers. Évidemment, on a eu là, en cette fin de printemps, la question de l'avion du SCAF. Après des années d'efforts diplomatiques, de négociations, de réunions, et parfois des petites phrases maladroites, des mots, des noms d'oiseaux échangés de part et d'autre. Comment on fait pour rebondir quand on a un revers comme celui-ci ? Franchement, on n'a pas pris ça comme une très bonne nouvelle. Et comment on fait pour préparer un prochain Conseil des ministres franco-allemands ? Comment on retrouve cette foi, cette énergie ? Un jour, quelqu'un m'a dit, faut un peu avoir de la folie pour faire du franco-allemand. Est-ce que c'est comme ça que vous abordez la grande politique franco-allemande ? Alors, pour mettre les choses un peu en perspective, c'est vrai que la relation franco-allemande n'a jamais été un long fleuve tranquille. Souvenez-vous, l'acte fondateur de cette réconciliation, c'est le traité de l'Élysée de 1963, qui est le fruit de la vision de deux hommes, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, qui donc ont signé le traité de l'Élysée en janvier 63. 6 mois plus tard, le Bundestag décidait d'y adjoindre, si j'ose dire, un préambule qui était, lui, très tourné vers la relation avec les États-Unis et qui a mis de Gaulle dans la fureur que vous savez, ce qu'il a même transcrit dans certaines lignes dans ses mémoires que je trouve extrêmement intéressantes. Donc, dès l'origine, et c'est quelque part la force du franco-allemand, il y a ce yin, il y a ce yang. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne pensons pas la même chose, comme disait l'un de mes prédécesseurs, Cours de Montagne, à mon avis à juste titre. Un Allemand, c'est pas simplement un Français qui parle allemand. Ce sont deux ADN un peu différents. Et tant mieux, c'est notre force. Donc ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Vous avez des pages sur la relation entre le président Chirac et Gerhard Schröder, entre quasiment tous les chanceliers, qui montrent des tensions. C'est normal. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des hauts et des bas, bien sûr, au quotidien, mais nous sommes dans cette période de relance profonde de la relation franco-allemande, incarnée dans l'agenda du sommet franco-allemand de Toulon d'août de l'année dernière, qui, à mon avis, a été l'un des plus grands sommets franco-allemands de la décennie écoulée. C'était un grand sommet franco-allemand. Et aujourd'hui, alors sans rentrer forcément ici dans le détail, mais vous avez, pour ne prendre que l'exemple de la défense et de la sécurité, vous avez parlé du SCAF, le passé est le passé.
Le fait est que l'initiative, par exemple, du président de la République sur la dissuasion avancée a été très bien reçue en Allemagne et qu'au moment où nous parlons, nous avons engagé en franco-allemand un dialogue stratégique sans précédent et d'une remarquable qualité, je peux en attester, qualité éthique, qualité intellectuelle, et que dans le même mouvement, nous travaillons en franco-allemand aussi sur les coopérations industrielles qui pourraient accompagner ce qu'on appelle l'épaulement de la dissuasion, sans être trop ésotérique. Ça signifie tout ce qui concerne l'alerte avancée pour suivre les missiles, leur départ et leur trajectographie, les défenses aériennes et antimissiles, qui est un énorme enjeu industriel et géopolitique, évidemment, et stratégique, les frappes dans la grande profondeur, qui est un sujet qui fait les unes des médias aujourd'hui, parce que la France et l'Allemagne sont très proches. Donc, c'est pas un dossier aux dépens des autres, c'est une multitude de dossiers, et le franco-allemand doit impérativement, à chaque étape, construire ou reconstruire quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour prendre uniquement l'exemple de la défense, puisque c'était votre question, sur la dissuasion avancée. Et tout cela me rend optimiste. Je suis un homme résolument optimiste de la relation franco-allemande. Et d'ailleurs, si je peux faire une incidente, qui m'éloigne un peu de votre question, je considère fondamentalement qu'un ambassadeur, c'est une machine à positiver. Ah ouais, super, parce que c'était la question que je voulais poser. La question était très bonne, zut. Désolé, vous m'avez entendu alors. Oui, parce que dans l'autre sens, moi qui ai grandi avec les réseaux sociaux, Internet, etc., on se demande un petit peu quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'un ambassadeur, d'un club diplomatique, quand les présidents peuvent se contacter directement par WhatsApp. Et aussi, et du coup, quelle est la raison existentielle même de la diplomatie dans ce monde-là ? Écoutez, le fait que le président et le chancelier puissent échanger par les moyens les plus directs est un plus. D'abord, c'est un plus dans leur relation, c'est un plus en termes d'efficacité et de rapidité, numéro 1. Numéro 2, cela n'enlève en rien l'importance, l'exigence du travail de fond des deux ambassades, donc l'ambassade de France en Allemagne, l'ambassade d'Allemagne à Paris dans ce cas, sur l'ampleur, la densité des dossiers qu'on a évoqués ensemble au début de cet entretien. Et troisièmement, pour l'ambassadeur que je suis, je dirais même que ça rend plus nécessaire encore d'avoir une relation directe avec, dans mon cas, le président de la République, chacun des ministres, avec du côté allemand le chancelier, le vice-chancelier et chacun des ministres allemands. Donc quelque part, cette immédiateté renforce le rôle central, et je ne le dis pas pour moi, bien sûr, mais des ambassadeurs, et la nécessité pour eux d'être directement branchés au plus haut niveau de leurs États respectifs. Et combien de fois ai-je été saisi par mon président ou par son équipe ou par l'un de mes ministres sur le mode « je viens d'échanger avec le chancelier qui me dit que, est-ce qu'on peut essayer de travailler en ce sens ?» Et les choses se font tout naturellement ainsi. L'immédiateté des moyens de communication, loin, vraiment je le pense, loin d'enlever au rôle des ambassades, des ambassadeurs, des diplomates, ne fait au contraire que le rendre plus important et plus exigeant. C'est-à-dire que oui, le rythme qui est celui de mon travail, par exemple, et celui de mes équipes ici à l'ambassade, je pense, est sans rapport avec ce qu'il était il y a un siècle. Ça, c'est clair. Et pareil par rapport à votre question, une relation, quelle qu'elle soit, est faite de difficultés, puisque c'est l'objet même d'une négociation, de rapprocher les positions qui sont par construction différentes. Et dans cette perspective, c'est vital, je pense, et en plus, je dois dire, c'est ma nature, d'avoir toujours une forme d'optimisme chevillé au corps, ce que j'appelle d'être une machine à positiver pour toujours, même sur les négociations les plus difficiles, voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qu'il y a la capacité de forcer un peu le destin, la nature des hommes pour les rapprocher. Et l'expérience montre que c'est presque toujours possible. Souvent, quand les gens sont éco-anxieux face au changement climatique, une des réponses que donnent les spécialistes de la santé mentale ou les psychologues, c'est de dire « il faut agir ». Est-ce que dans notre monde et notre époque, être diplomate, ça aide à aborder les choses plus sereinement, de se dire « j'ai peut-être un petit rôle à jouer ». Absolument. Absolument. Et au-delà de là, si vous voulez, il y a une concordance entre l'ADN de la France, qui est un pays qui parle à tout le monde, qui est un pays très d'union, qui essaie de mettre les principaux acteurs autour d'une table, c'est dans notre vocation, et puis la philosophie qui est la nôtre aujourd'hui, qui consiste à dire, quelque temps après le G7 en France, on a absolument besoin d'une approche collaborative,
entre les puissances, qui aujourd'hui auraient tendance peut-être à se distendre et à être dans une relation de compétition. On a besoin d'une approche collaborative pour régler les grands problèmes du monde qui sont le retour de la guerre sur notre continent, qui sont la compétition technologique et économique furieuse. Pour tout ça, on a besoin de ponts. Et la philosophie de la France, c'est fondamentalement celle-là, celle de servir de pont. Et donc un diplomate français, je dirais presque par vocation, doit être cette machine à positiver, à toujours, même dans la nuit la plus noire, trouver la lumière qui permettra de mettre ensemble, de trouver un chemin, une porte de sortie, et à la fin du jour, un accord. Et donc cette porte de sortie, est-ce que parfois elle se trouve autre part qu'à Berlin ou à Paris? Et notamment dans les déplacements que vous avez pu faire en province, est-ce qu'il y a des sujets qui ont avancé plus rapidement en étant sur place et en rencontrant les acteurs locaux? Alors, la question est très bonne. La réponse est oui au carré. Dans ce métier, comme je pense dans beaucoup d'autres, le roi, c'est le terrain. Le meilleur guide, c'est le terrain. C'est-à-dire que c'est sur le terrain où, dans mon cas, je vois les responsables, par exemple, du Mittelstand, qui vont me dire cash des choses que j'aurais du mal à entendre dans les couloirs du pouvoir à Berlin. Et donc, comme hygiène, si j'ose dire, professionnelle ici, je me suis fixé avec mon équipe l'obligation de faire entre 1 et 2 déplacements hors de Berlin, en Allemagne, par semaine, pour justement aller voir le terrain, c'est-à-dire à la fois les ministres-présidents, bien sûr, avec qui on a toujours beaucoup de messages à passer, ça va de soi, leurs équipes, mais aussi au-delà, les communautés françaises aussi, les consuls généraux font un travail merveilleux ici, l'ensemble de notre dispositif culturel, économique, les CCE, les chambres de commerce, les instituts français, mais aussi le vaste monde allemand, ce que l'on pense au fin fond de la Bavière ou de Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est absolument vital d'avoir ce retour de terrain. Et c'est vital au carré dans un pays, l'Allemagne, et que vous connaissez toutes les deux par cœur, qui est marqué vraiment par le fédéralisme et dans lequel on se trompe si on raisonne uniquement à partir d'une analyse berlinoise. Et c'est en plus le sel de cette fonction que d'être en permanence dans les trains, même s'ils sont parfois en retard, dans les avions, dans les voitures, pour découvrir cette formidable diversité allemande. La diversité allemande, je trouve, est l'un des trésors de ce pays qui est sous-estimé en France. Alors justement, vous êtes beaucoup sur le terrain. Comment vous sentez l'Allemagne aujourd'hui par rapport au moment où vous êtes arrivé? Est-ce que c'est un pays plus fragile entre la montée de l'AfD, aujourd'hui premier parti dans les sondages d'opinion, et les doutes économiques des grandes régions industrielles? Est-ce que c'est une Allemagne plus fragile, plus radicale, plus déterminée, qui doute plus? Je pense que la question est très bonne et je pense, pour le dire assez directement, que en France, je dis en France d'une manière générale, on tend à sous-estimer l'ampleur des chocs qu'a vécu l'Allemagne depuis la guerre en Ukraine. Si vous les regardez 2 minutes, le choc de la guerre en Ukraine lui-même, qui a bouleversé l'Allemagne, le choc énergétique qui a immédiatement suivi, le choc de l'arrivée de l'administration Trump, le choc énergétique que l'on vit avec la crise iranienne, le second choc chinois, comme on l'appelle, dont l'industrie allemande est la première victime de ce rouleau compresseur industriel chinois. Donc c'est la première chose, je trouve, qui est sous-estimée en France, c'est que l'Allemagne a vécu ces chocs au carré par rapport à nous, pour le dire de manière un peu directe. Deuxièmement, je pense qu'on tend à sous-estimer aussi, vu de France, les conséquences de ces chocs sur, par exemple, le tissu industriel allemand. 150 000 emplois industriels détruits en Allemagne en 2025. Sur le modèle industriel allemand, construit autour d'une industrie forte, avec une cogestion à l'allemande inhérente à ce tissu industriel et aux banques qui l'accompagnent. C'est aujourd'hui tout ce schéma qui est fragilisé. Sur le plan politique, c'est la montée en puissance de l'AfD, qui menace de rentrer peut-être au Bundesrat si d'aventure il devait obtenir la majorité en Saxe-Anhalt par exemple, et qui met un point d'interrogation sur la fine horlogerie institutionnelle de la loi fondamentale. Donc on a sous-estimé peut-être et les chocs et les conséquences de ces chocs sur l'équation allemande, et au total, vu de France, on a souvent sous-estimé ce que j'appellerais la nouvelle équation allemande, qui est en train de se mettre en place sous nos yeux.
Et je pense que cette nouvelle équation allemande, elle est plus, comment dirais-je, elle est quelque part plus sûre d'elle-même que ça n'était le cas il y a encore quelques décennies. C'est-à-dire, vous avez une Allemagne qui très légitimement est fière des succès économiques des dernières décennies, qui est fière de la solidité de ses institutions, de la vitalité de sa vie démocratique, en grande partie grâce au fédéralisme. Tout ça à juste titre. En même temps, c'est une Allemagne qui doute, pour les raisons que je viens d'indiquer, qui retrouve dans ce doute les fameuses peurs ou craintes allemandes qui nourrissent son histoire, sa philosophie, la crainte de la guerre, la crainte de la désindustrialisation qui était déjà très forte dans les années 30 et même avant, la crainte de ses démons intérieurs, la crainte de l'extrémisme, la crainte dans l'occurrence de l'AfD. C'est ce tissu où, comme j'aime à le dire, la pâte est molle. L'Allemagne est en train de se forger, elle a puissamment changé dans les 5 dernières années. Et pour la comprendre, il faut à la fois comprendre cette fierté nouvelle qui, à mon avis, n'existait pas avant, et en même temps ces doutes renouvelés qui réapparaissent à la surface. Et pour le premier partenaire de l'Allemagne que nous sommes, pour la France, c'est une immense responsabilité de savoir lui tendre la main, de savoir l'engager au sens anglo-saxon, partout, tout le temps, sur tous les sujets, à tous les niveaux, et être sûr que cette nouvelle équation allemande servira aussi de carburant nouveau pour notre ambition européenne commune. Donc on sent bien qu'on est dans un moment de l'histoire où le destin hésite encore et où le rôle, je pense, de la France par rapport à l'Allemagne est objectivement extrêmement important. Oui, parce qu'on entend souvent ces formules-là, ici à Berlin. L'Allemagne qui déclare vouloir avoir à terme la plus grande armée conventionnelle d'Europe, jouer un rôle déterminant dans la politique de défense spatiale, elle met 35 milliards d'euros sur la table. L'Allemagne qui a des ambitions, peut-être construire elle-même un nouvel avion de combat, etc. Et tout de suite après, moi, pour l'instant, ça, jamais j'ai pris les Allemands en défaut. Immédiatement, les interlocuteurs disent, évidemment, tout ça, c'est pour l'Europe. Tout ça, c'est pas pour nous, l'Allemagne. Il ne s'agit pas de faire ça pour notre souveraineté à nous, mais c'est pour l'Europe. Et quand on voit parfois les sondages, on se dit combien de temps ça va durer ? Que tout cet argent, toute cette puissance allemande qui est déployée, cette fierté peut-être retrouvée dans certains domaines, cette affirmation de fierté, elle soit mise au service de l'Europe. Je pense que c'est vrai. Je pense que dans les interlocuteurs allemands à qui nous parlons, cette ambition européenne reste là, reste forte. Je pense aussi que cette nouvelle équation allemande est faite d'un précipité, comme on dit en chimie, d'une synthèse, d'un mix de sentiments ou de priorités différentes qui sont une forme d'ambition nationale retrouvée qu'il faut, comme Français, savoir intégrer. Vous l'avez dit, dans le domaine de l'industrie de défense, de la défense tout court, de l'industrie spatiale. Donc, une ambition nationale, oui. Comment dirais-je, un réflexe ou une appétence transatlantique qui reste assez marquée dans l'ADN de l'Allemagne. Ça n'a pas changé, à mon avis. Et ça n'a pas été bouleversé par les évolutions récentes aux États-Unis. L'Allemagne reste profondément ancrée dans cette communauté transatlantique. Et puis, en effet, en toile de fond, cette ambition européenne qui est contestée par certains partis ici en Allemagne, et que notre rôle est d'ancrer toujours davantage dans l'ADN de nos interlocuteurs allemands. Et pour l'ancrer, il faut pas perdre de temps. Il faut pas laisser cette nouvelle équation allemande prendre forme sans composante française, je dirais. Il faut tout de suite, c'est ce que nous faisons, engager les Allemands à tous les niveaux, au niveau industriel, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau de la langue, et faire en sorte qu'on invente ensemble ce chemin européen qui suivra la naissance de cette nouvelle équation allemande que je considère comme très marquée. Le franco-allemand, c'est quelque chose qui se vit aussi tous les jours, nous on le sait bien, dans la société civile. Comment est-ce que vous faites pour que la voix de la France soit entendue, on a dit un peu ailleurs qu'à la chancellerie, mais peut-être par d'autres réseaux? Est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous utilisez peut-être déjà plus tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour s'adresser directement à la société civile? Je sais que ce soit la Médiathèque ou l'Institut français qui ont des très bonnes newsletters, par exemple. Est-ce que ces différents canaux sont aussi envisagés par l'ambassade? Absolument. En fait, aujourd'hui, on doit communiquer par absolument tous les canaux, je dirais presque sans exception. Donc, il y a les canaux les plus formels qui sont importants parce qu'il y a des négociations qui, par construction, peuvent être secrètes à un moment. Et d'ailleurs, juste pour vous donner une image, je pense que chaque jour, au moment où on parle à un instant T, vous avez
et je le dis sans exagérer, 20 négociations franco-allemandes. C'est Védrine, je crois, qui à un moment, pour parler de la diplomatie au sens large, parlait de l'accumulation de jeux d'échecs en même temps. Et ben pour la diplomatie franco-allemande, c'est pareil. C'est-à-dire le nombre de négociations, chaque jour donné, est absolument sans fin. Et donc, pour ces négociations, il y a un travail, en effet, diplomatique, de diplomatie à diplomatie. Mais il faut parler, d'un autre côté, non seulement à la chancellerie, mais au Bundestag et à l'ensemble des sensibilités du Bundestag. Il faut parler aux Länder, il faut parler à l'opinion publique, il faut donc communiquer par les réseaux sociaux, d'autant plus que je pense que l'un des enjeux pour nous aujourd'hui, dans la ligne de votre question, c'est de penser qu'est-ce que sera la France dans 2 ou 3 décennies en Allemagne. Et selon qu'on est capable ou pas de trouver, via en effet les réseaux sociaux en particulier, des messages qui parlent à la jeunesse, qui sont capables de la mobiliser, qui sont capables d'assurer la relève de cette génération d'Allemands francophiles, qui aujourd'hui sont souvent des gens un peu plus âgés. Selon qu'on réussira ce tournant ou pas, dépendra pour une large partie notre influence en Allemagne et donc la force du tandem franco-allemand et sa capacité de traction pour l'Europe. Donc tout se tient. Donc ma réponse à votre question, c'est oui, sur absolument tous les canaux. Moi, j'essaye d'être présent sur à peu près tous les réseaux sociaux. On essaye aussi de faire maximum jouer nos relais, c'est-à-dire plutôt que ce soit l'ambassade, la Voix de la France sur certains dossiers qui expriment une position, que l'on demande à ceux qui la partagent, chefs d'entreprise, syndicalistes, journalistes, correspondants, artistes, de l'exprimer à leur manière, à leur public. C'est ce que j'appelle utiliser des relais, mais au sens le plus noble du terme, pour diffuser, non pas simplement nos intérêts, encore une fois, mais plus fondamentalement nos valeurs et les points sur lesquels on voudrait construire en franco-allemand. Oui, et puis ça, c'est pour la dimension digitale. Il y a quelques années, à l'époque, avec Emploi Allemagne et Le Petit Journal, nous avions fait des rencontres franco-allemandes qu'on avait appelées les Berlinks, et vous étiez venus. Absolument. Et je dois dire que l'incarnation personnelle de participer à ce genre d'événement, on ne s'attendait pas du tout à votre venue. On avait trouvé ça évidemment génial. Et est-ce que dans ce genre de rencontre, vous avez la possibilité peut-être de dépasser un petit peu la fonction et de rajouter une patte plus personnelle ? Ah oui, encore une fois, quand vous êtes diplomate, la première règle, c'est que vous devez être vous-même. Sinon, ça ne marchera pas. Et vous avez en Allemagne des gens qui arrivent avec une connaissance historique intime. Bon, ils vont pouvoir labourer ce terrain. D'autres qui sont des économistes. Vous voyez, donc la personnalité de l'ambassadeur, dans mon cas, du diplomate, est absolument clé. Et oui, je vous donne un exemple qui m'avait frappé, puisque vous parliez du Petit Journal. Je pense à la communauté française. On a une communauté magnifique ici, que ce soit ici à Berlin, à peu près 30 000 personnes, qui est important, que ce soit en Allemagne, 100 000 inscrits, comme on dit, au registre, et probablement plus du double en présence française en Allemagne, donc plus de 200 000 Français en Allemagne. Ce sont des ambassadeurs par construction de la relation franco-allemande, qui sont engagés en effet mais c'est vrai, sur tous les terrains. Le réseau associatif ici à Berlin m'a personnellement, François Delattre, impressionné. Quand je vois ce niveau et cette qualité d'engagement des associations françaises qui prennent de leur week-end, de leur temps, parfois de leurs moyens propres pour construire ces ponts, aider pour l'entraide, honnêtement, je tire mes chapeaux et indépendamment même de la fonction, et on enlève notre chapeau et on fonce naturellement pour les accompagner. Et on apprend, ce faisant, beaucoup en plus de tout le reste, sur les vrais besoins du franco-allemand, là où l'ambassade peut faire plus pour toucher ceux qui sont parfois dans une forme de détresse. Ça arrive dans nos communautés et qu'on n'a peut-être pas toujours la qualité pour voir. Donc, ce métier est fait de partenariat. Il est uniquement dans le contact, le partenariat, le fait d'aimer les gens, si je puis le dire de manière un peu claire, et de les accompagner. Un diplomate, c'est une main bienveillante, en fait, qui cherche une machine à positiver, qui toujours veut apporter un plus. Vous avez dit que les Français d'Allemagne, dans toute leur diversité et leur engagement, étaient en quelque sorte pleins d'ambassadeurs, des valeurs françaises. Est-ce qu'ils en ont conscience, à votre avis, ou est-ce qu'il faut donner plus de moyens justement à cette société civile franco-allemande pour qu'elle ait
plus de puissance ou qu'elle ait conscience de cette puissance. Je crois que c'est Alfred Grosser, je suis sûre, c'est Alfred Grosser qui avait dit à propos d'un petit pataquès franco-allemand au plus haut niveau entre Valéry Giscard d'Estaing à l'époque et je pense Monsieur Schmitt, il avait dit « Nous étions inutiles, nous, la société civile franco-allemande, parce que tout se passait bien. Nous redevenons utiles maintenant que ça ne se passe pas bien au niveau politique. » Est-ce que maintenant, c'est pas le moment où il faut donner de la puissance à la société civile franco-allemande? Si. Et entre nous, c'est le pari initial du général de Gaulle et de Konrad Adenauer. Le pari fondateur du traité de l'Élysée de 63, c'est de dire qu'au-delà de la machinerie institutionnelle, politique, qui est importante en franco-allemand, ça je ne peux pas dire le contraire, la clé, le sel de la relation franco-allemande, c'est la relation entre les sociétés civiles, ce sont les relations personnelles, charnelles, amicales, entre des personnes en chair et en os qui, par-delà leur s'apprécient, se tendent la main, veulent faire des choses ensemble. Le trésor de la relation franco-allemande, honnêtement, il est là. Pour le passé et pour l'avenir. C'est absolument vital pour les décennies qui viennent, en effet, par exemple, de savoir réinventer les jumelages. Les jumelages ont été un trésor. On sent qu'aujourd'hui, selon les cas, parfois ça patine parce que les jeunes sont moins intéressés. Il faut donc trouver des relais, intéresser les jeunes, trouver peut-être des angles par projet plutôt que par abonnement sur les enjeux climatiques, de biodiversité ou de tech. Moi, je crois beaucoup à la tech en franco-allemand qui permettent à la fois de rajeunir et de relancer ces contacts entre sociétés civiles. Mais le cœur est là. Moi, je vois, cela dit, beaucoup de membres de cette communauté française en Allemagne qui ne vont pas attendre, croyez-moi, et heureusement, les instructions de l'ambassadeur, et qui ont eux-mêmes une foi, un engagement à tous les niveaux véritablement de la relation franco-allemande. Et donc là aussi, cette action qui est la nôtre ne peut s'inscrire que dans une logique de partenariat. On n'est rien sans ces 200-300 000 personnes de la communauté française qui, sur le terrain, partout, tout le temps, agissent, informent, se battent, construisent, nous donnent des remontées. Voilà, c'est l'ADN de notre métier, en fait. Vous l'avez dit, 1 à 2 fois par semaine, vous êtes hors de Berlin. Ouais. On vous a vu donc au Berlin, on vous a vu aussi au lycée français. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre sur votre agenda? Est-ce que, si je le demande autrement, il y a des dates auxquelles on n'a pas le droit de toucher, que ce soit anniversaire de mariage ou n'importe quel autre anniversaire? Est-ce que vous avez des intouchables? Des intouchables personnels, peu. Et j'essaie d'être diplomate avec mon épouse sur ce créneau. C'est-à-dire à la fois l'anniversaire et l'anniversaire de mariage. Je suis abonné au +1. C'est-à-dire que je dis à ma femme, désolé, pour notre anniversaire de mariage, j'ai quelque chose d'impératif. Mais le lendemain, donc le +1, on va se rattraper. Bon, ça c'est une chose. Mais vous avez, oui, beaucoup d'impératifs professionnels. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, pour le dire comme moi, on a une marge d'organisation de notre temps, bien sûr, et d'organisation de nos priorités. Mais il y a aussi beaucoup d'impondérables. Les sommets franco-allemands, les conseils des ministres franco-allemands, les visites ministérielles. On a fréquemment, dans les hautes saisons, comme disent les moniteurs de ski, un ministre par jour. Donc là, c'est sûr que ça rythme l'agenda qui est le mien et que celui de l'ambassade, si vous voulez. Donc beaucoup d'impératifs professionnels ou parce que on célèbre à Munich à telle date le 40e anniversaire d'une grande institution franco-allemande auquel l'ambassadeur doit participer. Donc il y a beaucoup d'impondérables, mais qui sont plus professionnels que personnels dans mon cas, je dois dire. On se croise souvent dans des réceptions ici à l'ambassade ou ailleurs. Je vous ai jamais vu un verre à la main, sauf quand vous portez le toast, et j'avais jamais vu avec un macaron en bouche. C'est une discipline personnelle aussi. Écoute, c'est vrai, je dois dire, c'est à la fois une forme d'ascèse, très franchement, une forme de sacerdoce, je sais pas comment le dire, c'est vrai. Et puis c'est de manière beaucoup plus pragmatique le fait que c'est compliqué d'aller serrer parfois des centaines de mains quand vous avez un peu de chocolat par-ci ou un peu de crème par-là. Donc en effet, je me suis forcé à cette discipline qui n'en est pas une, qui est très facile à vivre, qui est de ne rien prendre en effet en service en quelque sorte. Mais c'est quand même là cet équilibre à trouver entre la société civile, les rendez-vous, négociations intenses à Berlin, les imprévus parce que le monde est imprévu et qu'il faut organiser peut-être un sommet européen ici à Berlin avec les partenaires allemands. Physiquement, on tient comment? Vous êtes suivi? Vous avez un coach? Vous faites du sport, un diététicien? Est-ce qu'il y a une équipe dans l'ambassade qui s'occupe aussi de
de votre corps, si j'ose dire. Du corps diplomatique Voilà. de Du corps François diplomatique. de François Delahaye. Non, la vérité, et merci d'avoir posé la question parce qu'elle m'est chère dans mon quotidien, c'est vrai que la pression physique, alors pour ceux qui nous écoutent, ça va paraître peut-être théorique, mais la pression physique est très forte. Parce que de 7 heures du matin, le lundi matin, jusqu'à 2 heures du matin le dimanche soir, c'est vrai que vous n'arrêtez pas, en fait, dans le métier. C'est vrai que la pression est forte, donc non, je ne suis pas suivi, j'essaie de marcher, d'avoir une hygiène de vie correcte. Mais voilà, la dimension physique, je pense un peu comme pour un politique ou un chef d'entreprise, est forte dans le métier. Il faut en effet en avoir conscience. Et il y avait une autre partie dans ta question, oui, très important, nous sommes fondamentalement, faut jamais l'oublier, des responsables de services publics. Et ceux de mes collègues qui parfois oublient ça, se trompent à mon avis lourdement. Ça veut dire que comme ambassadeur de France, vous devez être évidemment joignable 24 heures sur 24 pour le président, pour les ministres, pour toute la France officielle ou la France. Mais vous avez ce même devoir de disponibilité, de gentillesse, et puis au-delà de la gentillesse, d'essayer de résoudre des problèmes pour monsieur et madame X, perdus à Berlin, dans une situation de détresse, qui ne savent pas comment faire, qui sont paumés, pardonnez-moi l'expression. Et le fait que nous soyons des représentants, des ambassadeurs du service public aussi, change tout. Ça veut dire qu'on doit avoir, en plus de tout le reste, cette disponibilité-là, qui est une disponibilité éminemment, pour répondre à votre question aussi, personnelle et immédiate. Et très souvent, par rapport à des gens qui me saisissent, je n'ai pas la réponse, que je ne sais pas comment faire pour des questions de visa ou pour parfois les sortir de prison, ça arrive. Et là, heureusement, on a une équipe ici à l'ambassade dont je suis le fan numéro 1. Vraiment, je tiens à le dire ici, on a une merveilleuse équipe, professionnellement d'abord, mais humainement aussi. Et vous avez ici des gens d'une moyenne d'âge assez peu élevée, assez jeunes dans l'ambassade, qui ont une foi franco-allemande et européenne, un niveau d'engagement dans le franco-allemand au-delà de leur métier, parce qu'ils y croient tout simplement, qui dans le quotidien change tout et qui permet vraiment de faire des choses. Et donc je rends hommage à mon équipe que j'essaie de représenter et de diriger le mieux possible. Pour finir, parce qu'on va quand même pas prendre trop de temps dans votre agenda bien rempli, quelques questions rapides peut-être et des réponses rapides. Si vous deviez corriger une seule idée reçue que les Français ont encore et toujours sur l'Allemagne aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous? Laquelle choisissent? Oh ben ça serait laquelle? Peut-être méfiez-vous des clichés, la discipline. Les Allemands sont un peu plus disciplinés que nous, entendez-moi bien. Mais ce sont peut-être ces clichés sur l'ordre, sur la discipline. Les Allemands sont fondamentalement comme nous. C'est l'émotion. Avec le retour de la guerre, des questions de vie ou de mort, fondamentalement, on en revient à des questions de valeur, d'émotion, et pas, comme on le pense trop souvent en France, de discipline ou de moteur. Ça, je me méfie un peu du terme moteur franco-allemand que je trouve très mécanique, ou des gens mus uniquement par leurs intérêts. C'est ce cliché-là que je veux changer. Les Allemands sont comme nous, il y a cette part d'émotion, d'inquiétude qui passe par, encore une fois, des relations personnelles, des valeurs, une communauté de destin. Bon, c'est une réponse très longue, pardon, à votre question. Et si on prend dans le monde du travail, est-ce qu'il y a une faute de goût, une erreur de négociation que les Français font face aux Allemands? Peut-être, puisque dans cet exemple précis, le fait que notre mode de fonctionnement, alors c'est contre-intuitif pour beaucoup de Français, notre mode de fonctionnement est assez vertical en fait, dans le monde du travail. Il y a un boss et puis il y a ceux qui exécutent, pour caricaturer, pour schématiser, alors que du côté allemand, tout se fait par consensus. C'est contre-intuitif, mais en fait, un Allemand aura tendance à survaloriser par rapport à nous, sur le marché du travail, la capacité de travail en équipe, de jouer collectif. Et à mon avis, c'est l'un des éléments dont on peut s'inspirer d'ailleurs, ici en Allemagne, nous Français. Jouer collectif. Je reviens au lieu dans lequel nous nous trouvons, c'est la bibliothèque de l'ambassade. Est-ce qu'il y a un livre ici, un tableau, ou peut-être même dans votre bibliothèque personnelle, qui résume pour vous l'Allemagne, la relation franco-allemande, la relation entre la France et l'Allemagne? Alors ici, vous avez beaucoup de livres en effet sur l'Allemagne contemporaine. Vous avez un livre qui m'émeut beaucoup, mais alors qui représente pas l'Allemagne contemporaine, qui est le livre des Klarsfeld sur les fils et filles de déportés juifs de France, qui est
un livre qui est juste derrière moi et que je trouve extraordinaire parce qu'il vise à redonner à chaque enfant juif tué pendant l'Holocauste un visage et une voix. Et sinon, vous avez ce buste là-bas du Grand Condé derrière moi, qui est intéressant parce que c'est le seul élément, le seul objet qui ait été retrouvé dans l'ancienne ambassade de France, qui était un palais avant l'ambassade qui a été inaugurée ici par Chirac en 2003. C'était un palais qui s'appelle Palais Beauvrier, qui a été détruit pendant la guerre et pillé sous occupation soviétique, puis durant la zone de séparation entre les deux Allemagnes. Et la seule chose qu'on ait retrouvée, c'est ce buste de Condé qui est devant nous pendant qu'on parle, et puis les deux chiens aussi qui se trouvent dans le jardin. Et voilà. Et sinon, ce lieu, à travers la diversité des livres, il montre, encore une fois, l'épaisseur de l'histoire. Ne jamais oublier que nous, ici, à ce moment, on est les gardiens d'une histoire bouleversante à travers ces pages tragiques et ces belles pages. Voilà, nous sommes ceux qui la continuons et qui avons donc une responsabilité entre les mains énorme. Cette bibliothèque, comme le lieu, comme l'ambassade, nous oblige en fait. Est-ce qu'il est de tradition ou est-ce que vous allez le faire d'ajouter un livre ou un objet dans cette bibliothèque avant la prochaine? Oh, vous savez, chaque fois que je reçois un cadeau qui est un cadeau professionnel plus que personnel, parfois il y a des cadeaux personnels, je le fais enregistrer et je le fais en fait ajouter à la bibliothèque en me disant la personne qui me l'a donné ou ses enfants ou petits-enfants pourront, lorsqu'ils reviendront, avoir l'émotion de découvrir un livre qui par construction signifiait quelque chose pour la personne qui me l'a donné. Et donc, voilà, c'est cette chaîne-là, dans le temps, dans l'histoire, dans l'épaisseur du temps, dont nous sommes de modestes acteurs et témoins, et dont cette bibliothèque est aussi l'acteur. Et outre les ouvrages que je noterai moi sur le site, je ferai une petite liste de tout ce que vous avez mentionné. Est-ce que d'un point de vue sur le plan plus personnel, il y a des films ou de la musique qui vous inspirent, qui vous accompagnent? Ici en Allemagne? Ou plus généralement? Alors moi, je suis un amoureux de Bach. Et alors Lequel? évidemment, je suis servi. Et je pense que l'une des plus belles soirées de ma vie, c'est d'avoir été invité par notre consul honoraire à Leipzig à assister à la performance de la Messe en Si dans l'église Saint-Thomas où elle a été conçue par Jean-Sébastien Bach. Alors là, je vous assure, c'est une émotion formidable et je pense que c'est la plus belle soirée de ma vie de ce fait. Les diplomates sont des éternels voyageurs, je dirais pas vagabonds, peut-être un petit peu, un jour ou l'autre. Vous quitterez vos fonctions ici à Berlin, rappelées par les règles impitoyables des rotations du ministère. Quand vous penserez à l'Allemagne la nuit, pour reprendre une formule de votre prédécesseur Claude Martin, vers quoi iront vos pensées? Alors peut-être vers cette fameuse soirée à Leipzig ou ailleurs? Peut-être, en effet, peut-être. Le mot qui me vient à l'esprit en franco-allemand, d'abord, cette relation à l'Allemagne ne me quittera jamais. C'est l'un des éléments de qui je suis, des valeurs que j'ai. Et en pensant à l'Allemagne, fondamentalement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot responsabilité. Je pense fondamentalement que nous, Français, eux, Allemands, on a une responsabilité particulière pour nous-mêmes, pour nos pays, pour l'Europe, et un peu au-delà de l'Europe, pour l'équilibre du monde. Alors, ça paraît très prétentieux, mais c'est la responsabilité, au sens à la fois luthérien ici, enfin dans tous les sens du terme, qui, je pense, est est ce qui nous lie, communauté de valeurs, de destin, responsabilité commune, en fait. Et j'oublierai jamais, et j'essaierai toujours, où que je sois, d'être fidèle à cette responsabilité. Et lorsque vous envisagez la suite, est-ce que vous avez un souhait de pays particulier, un poste qui vous fait rêver? Je n'ai pas de poste particulier à l'esprit. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai fait des postes merveilleux. Tout ce que je souhaite, c'est un poste où un diplomate français, aussi modeste soit-il, peut, par son engagement, faire d'une manière ou d'une autre une différence. C'est mon seul souhait. Et alors peut-être, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils pour des jeunes profils qui seraient intéressés par une carrière diplomatique, qui nous écouteraient? Indépendamment de l'Allemagne, donc, écoutez, d'abord, je leur dirais que c'est le plus beau métier du monde, ce que je pense, donc je les encouragerais. Je les encouragerais à jamais perdre la curiosité qui est le moteur du métier. La curiosité et l'attention à l'autre, l'attachement aussi aux relations personnelles, se méfier un peu des grandes théories, des concepts,
fût-il des Gesamtkonzepts, comme on dit ici, et d'avoir toujours cette attention aux vrais gens, à ce qu'ils vous disent, quel que soit leur niveau. Bien sûr, de s'intéresser aux langues étrangères, de multiplier les langues, ça change tout. Leur dire aussi que le métier n'est pas facile et qu'il faut accepter l'aspect de faire ses valises tous les 3 ans ou 4 ans, l'aspect de, quand on est père de famille, ou dans mon cas, de voir ses enfants quitter abruptement leurs copains d'école et essayer de se faire des amis dans d'autres. Pareil pour le conjoint. Il y a des contraintes très fortes physiques qui ont été rappelées aussi, d'engagement. Mais je trouve que le côté positif l'emporte sur tout le reste, le côté découverte et la capacité pour la France à ce moment de l'histoire de pouvoir faire une différence, en effet. Je voudrais profiter ici pour dire que plus de la moitié des auditrices et des auditeurs du podcast avec un K ont moins de 35 ans, et le public de Berlin de Toi aussi, c'est beaucoup de jeunes. Ouais. Un message à la jeunesse européenne, franco-allemande de 2026, comment les aider à y croire encore? Ah oui, plus que jamais. Engagez-vous. Si j'avais un seul message, engagez-vous. Faites-le à votre manière, avec votre code, avec vos mots, vos convictions, votre appétit, ce qui vous fait vibrer, mais engagez-vous. Gras souligné. Engagez-vous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. François Delattre. Voilà. De nous avoir accepté, accordé votre temps. Toi, en tant que journaliste, et moi qui avais humblement commencé dans mon petit salon. C'est très chouette de nous avoir accueillis ici. Et d'avoir joué le jeu de cet entretien croisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt. Merci. Cet épisode a été produit grâce au soutien précieux de la Deutsch-Französische Kulturstiftung. Merci beaucoup. Spéciale dédicace avec un K à Gabriel du podcast Berlin de Toi. C'était une chouette collaboration. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald. Super. 59,08. Oh la vache. Super, dis donc.